Salut les Marocains! Aujourd'hui, une énigme historique. Pourquoi Al-Andalus a-t-elle disparu alors que le Maroc, lui aussi visé par les puissances ibériques, a résisté? En 1492, 8 siècles de présence musulmane en Al-Andalus s'achèvent. Mais juste en face, le Maroc est lui aussi dans le viseur. Ceuta est prise, les Portugais s'installent sur les côtes et certains projets envisagent même Fès ou Marrakech. Pourtant, le Maroc ne connaîtra pas le même destin. Alors qu'est-ce qui a fait basculer l'histoire d'un côté du détroit, mais pas de l'autre? On évoque parfois la décadence, le relâchement religieux ou la supériorité militaire des royaumes chrétiens. Ces facteurs ont pu jouer, mais ils n'expliquent pas tout. Le Maroc aussi a connu divisions, faiblesses et offensives ibériques. Et le détroit de Gibraltar n'était pas exactement un bouclier magique. En 711, Tariq ibn Ziyad traverse vers la péninsule ibérique à la tête d'une armée composée en grande partie d'Amazigh, accompagnée d'Arabes, dans le cadre de l'expansion omeyyade. Al-Andalus connaît ensuite près de 8 siècles d'histoire musulmane et devient profondément locale et musulmane. On ne peut donc pas la résumer à une simple colonie étrangère. Mais il existe une différence politique intéressante avec le Maroc. En Al-Andalus, des musulmans d'origine ibérique exercent un véritable pouvoir, comme les Banu Qassi dans la vallée de l'Èbre, sans pour autant incarner durablement le centre politique de l'ensemble andalou. Au Maroc, quelque chose de différent se produit très tôt. Au 8e siècle, les populations amazighes se révoltent contre l'autorité omeyyade. Elles rejettent le pouvoir venu d'Orient, pas l'islam. C'est peut-être là que l'histoire bascule. Après cette rupture, apparaissent des pouvoirs musulmans autonomes, Sigil Massa, Nakour dans le Rif, puis la dynastie idrisside. Idriss Ier, descendant du prophète, prend racine grâce notamment aux Aouraba amazirs de Walili. En quelques générations, l'islam cesse donc d'être seulement associé au pouvoir arrivé avec la conquête. Les populations locales se l'approprient et construisent leur propre pouvoir. En résumé, les Marocains ont rejeté la tutelle omeyyade, mais ils ont gardé l'islam. Et quelques siècles plus tard, cette différence devient capitale. En 1415, les Portugais prennent Ceuta, puis cherchent à s'implanter sur d'autres points du littoral. Certains projets vont beaucoup plus loin et imaginent pousser jusqu'à Fès ou Marrakech. La Reconquista ne s'arrête donc pas au bord de la Méditerranée en disant « Bon, frontière africaine, demi-tour ». Certains veulent continuer au sud, mais ils rencontrent une réalité différente. Au Maroc des 15e et 16e siècles, l'islam n'est plus la religion d'une petite élite étrangère. Il appartient à la société elle-même, à ses dynasties, ses villes, ses savants, ses tribus et ses institutions. Bien sûr, cela n'explique pas à lui seul la chute d'Al-Andalus. Il faut aussi compter avec la fragmentation politique andalouse, la montée des royaumes chrétiens, les rapports militaires, démographiques et économiques, puis l'isolement de Grenade jusqu'en 1492. Mais ce facteur éclaire quelque chose d'essentiel sur le Maroc. Lorsque les puissances ibériques cherchent à prolonger leur avancée au sud du détroit, elles ne rencontrent plus une conquête qu'il suffirait de renverser. Elles rencontrent tout un pays. Et les travaux consacrés à l'expansion portugaise constatent eux-mêmes que le projet de prolonger la Reconquista au Maroc s'est heurté, entre autres obstacles, à une population profondément attachée à l'islam. Voilà toute la différence. Quelques siècles plus tôt, les Amazighs du Maroc avaient pu dire non au pouvoir omeyyade sans dire non à l'islam. Et lorsque les Portugais sont arrivés, il était trop tard pour présenter cette religion comme celle d'un occupant qu'il suffisait de chasser. L'islam faisait désormais partie du pays. Vous restez avec Maria? Abonnez-vous et partagez cette vidéo.